Pour tout vous avouer, j'avais prévu de faire mon intervention en français et vu le temps, je pense que je serai plus rapide en français qu'en anglais. Donc mon objectif, c'est d'essayer de vous donner quelques billes sur la façon dont on peut endormir et réveiller un réseau, notamment un réseau hautement résilient, hautement redondant, très disponible, où il y a une pléthore de ressources et où on se dit, des fois, ces ressources-là, la nuit, le week-end, est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'être toutes utilisées? Est-ce que je peux pas finalement dégrader un peu mon réseau en arrêtant certains systèmes pour optimiser ma puissance de calcul, ma puissance réseau. Donc c'est un peu l'histoire de la Belle au bois dormant. Et comme dans la Belle au bois dormant, comme dans les histoires, eh bien il y a à la fois l'endormissement, toute la partie où tout ça se passe bien pendant les 100 ans de sommeil, et puis il y a le réveil qui doit aussi bien se passer, où au réveil, bien sûr, ils vécurent heureux et longtemps, ayant beaucoup d'enfants. Je suis Olivier Seznec, j'ai travaillé pendant pas mal de temps chez Cisco, j'étais directeur de la stratégie technologique pour Cisco en France, et aujourd'hui je travaille en tant que consultant indépendant. Je suis en train de monter une structure pour travailler sur les sujets d'innovation avec le numérique, le Green IT, la Smart City, les bâtiments connectés, tout ce qui est autour de la transformation numérique et l'innovation associée. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est comme dans la Belle au bois dormant, on met le réseau au sommeil et puis on le réveille. Seulement, la réalité est un petit peu différente. Il va falloir parler un peu de technologie derrière. On va parler de haute disponibilité, on va parler de niveau de service, SLA, Service Level Agreement. On va parler aussi de graceful shutdown, donc c'est l'endormissement harmonieux, et puis de redémarrage harmonieux. Alors je vous explique un petit peu de quoi ça recouvre. Alors le point, c'est vraiment de comprendre que ce type de mise en veille aura du sens que sur des réseaux hautement disponibles, où on a mis en place des systèmes résilients. Alors il y a juste un petit point à bien comprendre. Un système résilient, c'est souvent basé sur de la redondance, donc on double ou on triple les équipements. Mais doubler ou tripler un équipement, c'est pas suffisant pour faire un système hautement disponible. Il faut encore avoir du logiciel pour faire du partage de charges, pour détecter qu'une machine est en panne et puis rerouter le trafic autour, pour être sûr que, c'est pas seulement la redondance qui va permettre la haute disponibilité, c'est une combinaison entre résilience et redondance. Et puis, quand on crée un réseau, en fait, on crée un réseau de services. C'est pas tout de dire qu'on va avoir 99,999% de haute disponibilité. Généralement, on fait des disponibilités différentielles suivant le type de client, le type d'application. Pour une application web, pour aller sur YouTube, c'est peut-être pas la peine de garantir un haut niveau de disponibilité, alors que pour des transactions critiques, là, il faut être hautement disponible. Donc, en fait, on définit des service agreements, des contrats de service, où on va faire des classes de services au niveau du réseau, où on va jouer sur la bande passante, le temps de réponse, le taux de perte, le temps de latence. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui concourent à définir ce que c'est que la qualité de service. Et puis la disponibilité des systèmes, c'est la combinaison, la disponibilité, c'est une combinaison de deux éléments. C'est deux acronymes, le MTBF et le MTTR. Le MTBF, c'est Mean Time Between Failure, c'est que la panne va arriver. À un moment ou à un autre, un équipement va tomber en panne. Et puis, il va falloir le remettre en service. Et c'est le MTTR, le Mean Time to Restore, qui va permettre d'assurer le calcul du temps qu'il faut pour remettre les ressources en ligne et redonner le contrat. Donc, il va falloir travailler aussi sur le niveau de disponibilité de ces équipements. MTTR, MTBF. Donc, il y a beaucoup de ressources, généralement, sur des réseaux critiques, sur la plupart des réseaux. Et on a travaillé depuis longtemps à construire des réseaux hautement résilients, qui soient disponibles, qu'on soit sûr qu'ils fonctionnent quoi qu'il arrive. Et donc la question, c'est comment pourrions-nous faire pour éteindre une partie de ces ressources quand elles ne sont pas utilisées ou peu utilisées, sans impacter le trafic utilisateur. Alors pourquoi sans impacter le trafic utilisateur? Parce que même si on a beaucoup d'applications qui savent résister à la perte de paquets, une application IP par nature, elle sait résister à la perte de paquets. Il y a soit TCP qui assure la retransmission, soit si on est en UDP, eh bien, on a mis en place un mécanisme au niveau applicatif pour faire la retransmission. Mais quand on est sur un nœud intermédiaire du réseau, on ne sait pas trop ce qui passe au-dessus. On ne sait pas si l'application est critique ou pas critique. Et donc, il vaut mieux, lorsqu'on va vouloir mettre en place ce type de mise en sommeil, assurer qu'il n'y a aucun trafic impacté, de telle façon qu'on va pouvoir le faire sans demander à l'application si on a le droit de le faire. Parce que dans la gestion des réseaux, on ne sait jamais trop qui utilise le réseau, et donc il vaut mieux être préventif et éviter tout impact a priori sur l'application que
casser, et puis on verra bien ce qui se passe derrière. Il faut bien comprendre que si on fait des réseaux hautement disponibles, c'est parce que le coût d'une panne est très élevé. Alors c'est des chiffres qui sont un petit peu vieux, j'essaie de les mettre à jour. J'ai pas trouvé beaucoup plus à jour comme chiffre, mais on parle d'heures de panne qui peut dépasser le million de dollars. Donc derrière, quand on va dire on va peut-être éteindre des équipements pour gagner un peu d'argent sur l'énergie, il faut bien voir ce qu'on peut impacter en termes de coûts pour l'entreprise. Alors pour faire des réseaux hautement disponibles, on a constitué des architectures modulaires, globalement, pour limiter le domaine d'une panne, pour qu'une panne évite de se propager partout sur tout le réseau. Et on a fait des bouts d'architecture hautement disponibles, hautement résilientes sur ces domaines-là. Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce que quelque part dans le réseau, on va pas pouvoir éteindre des équipements. Donc voilà un petit peu le point de Graceful Shutdown et Graceful Restart. Graceful Shutdown, c'est comment trouver techniquement une façon d'agir sur un nœud autant que possible, où je vais pouvoir éteindre ce nœud en étant sûr que j'ai zéro trafic utilisateur qui est perdu et que je vais avoir donc un reroutage avant coup. Donc en anglais c'est le make before break. Donc je vais d'abord créer un détour, la déviation, avant d'éteindre mon système. C'est assez simple, toute logique. Et puis pour la réinsertion, pour le démarrage, eh bien il faut aussi que je redémarre sans pour autant que je m'insère dans le réseau en mettant la grouille. C'est ça le point. C'est comment faire pour assurer que je vais démarrer mon équipement, qu'il n'y ait pas une instabilité tout d'un coup au niveau de mes protocoles de routage qui fait que pendant 30 secondes, 40 secondes, mon trafic boucle et puis aussi être sûr que ça converge. Parce que je veux pas que mon redémarrage il se fasse en 10 minutes ou en un quart d'heure ou plus. Donc il faut bien comprendre comment fonctionne un réseau en termes d'architecture. Le modèle classique, c'est qu'on a des systèmes qui constituent l'infrastructure du réseau qui sont intelligents. Où on a donc à la fois le plan de contrôle et le plan de données qui sont dans le même équipement. Le plan de données, c'est l'engin qui va récupérer le paquet, regarder l'entête et puis l'envoyer globalement sur la bonne interface. Le plan de contrôle, c'est le protocole de routage, OSPF, JRP, BGP, tout ce qu'on veut comme protocole, ou bien le MPLS avec le LDP et les protocoles qui vont bien. Donc ça, c'est généralement sur les équipements, on a toute cette partie-là, ce qui permet d'avoir des équipements qui sont assez autonomes et avoir des réseaux qui se reconfigurent. Ça touche, c'est ça? Ça fait du bruit? Ah d'accord, excusez-moi, j'avais une alerte sur la sécurité. Donc on a aussi l'autre possibilité, c'est de rendre le réseau au niveau du plan de données relativement basique. Donc il y a bien sûr tous les engins qui vont permettre de faire la lecture de l'entête et puis la partie forwarding. Mais par contre, toute l'intelligence va être en centrale. On va déporter le plan de contrôle. Ça, c'est l'approche SDN de programmation. Et puis on voit aussi aujourd'hui des approches hybrides globalement. Et donc les parties à droite globalement, c'est toute la mouvante autour de rendre le réseau programmable. Et dans l'open source, il y a de la partie SDN avec OpenStack qui notamment est très très actif sur ce point-là. Alors on va d'abord regarder le classique, on va dire, sur le réseau classique. Donc Graceful Shutdown, voilà, si vous acceptez le challenge, eh bien ça va être de trouver une procédure qui va pouvoir se dérouler à partir d'un nœud pour l'isoler du reste du réseau. Parce que si on veut être capable d'agir facilement, il ne faut pas commencer à agir sur 50 machines à la fois. C'est trop compliqué. Donc il faut qu'on puisse, à partir d'une action sur une machine, faire ce travail de mise en place de la route alternative et puis ensuite de l'extinction de la machine. Donc comment trouver la procédure pour ça? Et puis combien de temps ça prend? Et puis combien de temps ça prend aussi pour être restauré? Alors il y a plusieurs pistes. Alors je vous en donne quelques-unes. Il y a des pistes super faciles. Il y a la piste où on fait rien. C'est dans la boîte. C'est type énergie efficiente Ethernet. Automatiquement, le lien va s'auto-adapter suivant le trafic et va envoyer des idles quand il y a peu de trafic qui consomment moins d'énergie. On gagne à peu près 50% d'énergie. Bon, ça, c'est pas un challenge pour vous parce que c'est déjà dans la machine. Bon. Il y a une autre façon de faire, un petit peu plus compliquée, où on va travailler uniquement sur les systèmes périphériques. Alors, c'est un peu triché par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça permet quand même de jouer sur des économies intéressantes. On va éteindre des équipements de périphérie qui sont peut-être moins critiques. Ça peut être des écrans, ça peut être des téléphones, ça peut être ce qu'on veut, des systèmes alimentés par du PoE, par exemple. Parce que si on considère dans un bureau, on a un taux d'inoccupation d'un bureau de l'ordre de 50% quand on retire la nuit et les week-ends. Donc il y a un gisement de systèmes qu'on peut éteindre comme ça.
Et là, on n'impacte pas l'utilisateur parce qu'on peut être en dehors des heures d'ouverture. Un autre facile, c'est sur le Wi-Fi. On peut avoir des systèmes Wi-Fi qui sont hautement résilients, où quand un point d'accès tombe en panne, eh bien, le système automatiquement détecte que la couverture n'est plus assurée, et puis on augmente la puissance des bornes d'accès restantes. Bon, là aussi, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein, c'est un bout de configuration à mettre sur l'équipement, et puis ça se fait tout seul. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt quand on va aller sur le protocole de routage. Bon, là, on va commencer à rentrer dans le protocole de routage. Là, bon, au niveau du difficultomètre, on est un petit peu plus élevé. Donc, on a plusieurs cas. On a le cas où le nœud est transparent. Globalement, il fait juste prendre le paquet puis le balancer. Et puis, il y a le cas où le nœud, lui, doit faire un lookup et faire une manipulation. Typiquement, on fait du NAT, par exemple. On fait de la translation d'adresse. Il faut que à la volée, j'ai un travail sur mon paquet. Et donc, si mon nœud tombe en panne, ben, ça peut avoir un impact applicatif parce que d'un coup, mon adresse NAT va peut-être changer à l'autre bout. Donc, et puis, j'ai de plus en plus dur, c'est ma session est terminée. Là, je fais l'aboutement de session. Où là, c'est pas seulement l'IP sur l'IP que je joue aussi sur toute la partie TCP, la stack. Je peux faire de la concentration VPN, je peux faire du chiffrement. Voilà, donc c'est typiquement ce genre de fonction. Où là, c'est quand même beaucoup plus complexe à gérer. Donc là, on a de quoi s'amuser là-dessus. Donc au niveau de la signalisation, il faut bien comprendre qu'on a des couches protocolaires qui sont imbriquées. Donc quand je fais du MPLS VPN avec du traffic engineering, j'ai des tas de signalisations qui fonctionnent en parallèle. J'ai mon IGP, mon OSPF, mon IGRP pour assurer l'IP entre les machines. Dessus, je fais tourner mon LTP pour avoir mes étiquettes. Après, j'ai ma signalisation pour le traffic engineering. Et puis j'ai mon MPBGP pour la partie VPN aux extrémités. Donc j'ai plein de protocoles qui vont fonctionner de concert. Donc là, il va falloir que je sois un peu subtil dans la façon de procéder pour ça. Alors juste un petit exemple. Hein. Voilà, donc, typiquement, j'avais deux chemins différents. Si je veux couper mon nœud B, eh bien, il faut faire attention que avant que je coupe, j'ai rerouté tout le trafic. Et une des techniques, par exemple, c'est au niveau de la signalisation, eh bien, dire que le nœud n'est plus disponible, et au niveau du forwarding, continuer à pouvoir faire passer les paquets. Donc on a des petites subtilités comme ça, et quand vous voulez éteindre un réseau, un nœud intermédiaire, il y a pas mal de choses à voir. Et puis il y a le côté retour. Quand je vais redémarrer mon équipement, j'ai des protocoles qui convergent plus ou moins vite que d'autres. Par exemple, un protocole comme OSPF converge beaucoup plus vite, c'est en quelques secondes, qu'un protocole BGP, qu'un protocole d'annonce, qui va fonctionner sur des temps de convergence qui peuvent être de 30 secondes, voire plus, quand c'est du full routing, quand on injecte tout l'Internet sur le réseau. Donc là, il va falloir aussi être capable de gérer le fait que tout à coup, il y a des routes qui peuvent être disponibles à un niveau et qui ne sont pas à un autre. Et donc, la réinsertion demande d'être un petit peu travaillée avec des systèmes de graceful restart qui peuvent être à déployer. Alors, il y a des constructeurs qui ont mis en place ce genre de système. C'est pas tous les protocoles. Has joined the conference. Mais généralement, ça fonctionne que sur un bout du spectre. On aura peut-être du MPLS pour du BGP, mais pas pour l'ensemble de tous les services. Donc, si vous voulez, vous attaquez à ça, et puis après, derrière, il y a bien sûr encore de plus en plus dur, quand on commence à avoir des fonctions applicatives, typiquement de firewalling dans le réseau, où là, il y a à la fois du routage, des fonctions de routage qui sont implémentées avec des fonctions de gestion de service. Alors ça, c'est la première partie. C'est la partie où j'ai mon réseau qui est un petit peu autonome, qui est intelligent, et où j'interviens sur un autre. Has left the conference. Qui est en train aujourd'hui d'être pas mal à la mode, c'est la méthode de pouvoir rendre le réseau programmable comme on a rendu les serveurs programmables. Avec la virtualisation, on a rendu les serveurs virtualisés, et puis on monte une machine à distance, on la démonte. Tout ça, ça se fait de façon automatique. C'est très facile. Sur le réseau, ça se fait un peu moins. Donc la question, c'est comment on peut le faire sur le réseau. Hein, l'idée étant eh bien, d'avoir un orchestrateur qui est au milieu, qui va avoir une visibilité du réseau et toutes les ressources, et qui va contrôler complètement la façon dont les nœuds en dessous vont traiter le trafic. Donc toute l'intelligence va se faire soit complètement centralisée, soit en bonne intelligence avec les protocoles qui fonctionnent en bas, donc il y a des modes hybrides qui peuvent être possibles, et puis un certain nombre de fonctions logicielles, d'API qui existent, c'est type OpenStack, c'est l'ensemble
de la boîte à outils de programmation, et puis pour la partie réseau, il y a du OpenFlow par exemple, pour aller spécifiquement attaquer la partie réseau. Donc l'objectif étant derrière, quand on regarde le SDN dans sa globalité, ça c'est un slide que j'ai récupéré chez Intel, c'est passer du monde de gauche où on avait un commissionnement, une programmation du réseau qui prenait du temps, vers le monde de droite, où on va faire ça tout en automatique, et ça veut dire à la fois pour monter les ressources, mais aussi pour les démonter. Et le démontage, c'est ce qui nous intéresse ici. Parce que ce que l'on va faire, c'est éteindre des systèmes, donc démonter les services que le système est en train de fournir, et puis éteindre physiquement le nœud, puis ensuite le rallumer, et puis remonter de la même façon. Donc on voit qu'avec cette programmabilité complète du réseau, eh bien, on a une capacité à pouvoir appréhender ce type de service. Bon, mais il y a quand même des éléments à bien avoir en tête, parce que il y a la réalité technique, il y a ce qu'on peut faire techniquement, et puis il y a aussi la réalité de l'exploitation. Quand on opère un réseau, ben, on l'opère pour les gens de l'application, on l'opère pour les métiers de l'entreprise. Donc il y a toujours la grande question. Les gens de la prod, les gens de la production, en règle générale, ils font tomber en marche une configuration, et après ils n'y touchent plus. Une fois que ça tombe en marche, on est super content, et on a trop peur de l'effet du démontage et l'effet de la reconfiguration. C'est un vrai souci. Et le fait du graceful shutdown, c'est pas seulement histoire d'économiser de l'argent, en fait. C'est aussi pour des questions de maintenance. Parce que le gros problème sur des réseaux critiques complexes, c'est la maintenance. Comment on fait pour changer de version? Comment on fait pour changer de version? Et souvent, dans les réseaux en production, on a une fenêtre de maintenance qui est le 1er mai à 4 heures du matin, entre 4 heures et 4h30 du matin. C'est super compliqué parce qu'on a des fenêtres qui sont très courtes. Et on aimerait peut-être pouvoir faire ce genre de maintenance à d'autres moments dans la semaine ou dans l'année. Donc l'idée du graceful shutdown, c'est aussi pour adresser cette question de la maintenance. Parce que si on arrive à résoudre ça, on peut faire de la maintenance dans la journée, sans impacter le trafic. Voilà. Donc il y a quand même des questions. C'est par exemple, bon, j'ai éteint mon équipement, j'avais mes équipements très résilients. Qu'est-ce qui se passe maintenant si mes équipements en service tombent en panne? Comment je fais pour rallumer rapidement ceux qui potentiellement peuvent encore fonctionner? Comment je peux assurer que non seulement ma connectivité remonte, mais que mes contrats de service sont bien respectés, avec le bon niveau de perte et autres pour toutes les applications. Donc ça demande à une ingénierie du réseau assez subtile. Quel est le niveau de stabilité du réseau? The conference. Je fais bagoter, globalement. Parce que quand je commence à éteindre et rallumer des systèmes, Has joined the conference. Est-ce que éteindre de l'électronique et la rallumer, ça affecte pas mon taux de perte? Le fameux MTBF, au démarrage d'une électronique, il y a toujours généralement un petit coup de tension, une petite chauffe là-dessus. Et puis à la fin, est-ce que finalement, ce que je vais économiser, ça peut compenser une panne potentielle qui pourrait arriver? Donc c'est toutes ces questions-là. Et vous voyez que c'est des éléments qui sont bien au-delà seulement que de la partie technique. C'est un peu la complexité, c'est aussi la beauté de l'exercice. Donc maintenant vous avez les règles, à vous de surfer pour vous dépatouiller, mais attention aux requins. Quand on surfe, il faut toujours penser à ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Vous avez vraiment explosé, c'est fini. Je vous ai mis en shutdown. Moi, j'ai une première question. Est-ce que, concrètement, tu as vu appliquer ces bonnes pratiques et quels en ont été les résultats? Parce que là, effectivement, on a vu pas mal de choses intéressantes, très intéressantes même. Et toi, en tant que finalement ancien CTO, stratégie, Cisco, est-ce que tu as vu ce genre de choses appliquées concrètement dans les entreprises avec des gains intéressants et pas trop de contraintes? Alors, j'ai jamais vu appliquer le graceful shutdown pour une économie d'énergie. J'ai vu des domaines d'application sur la maintenance. Ça, effectivement, la maintenance, c'est clair. C'est le point principal. Maintenant, il y a quand même quelques applications qui fonctionnent bien. C'est la partie energy management des systèmes périphériques. Ça fonctionne parce que globalement, on ne touche pas le cœur du réseau. On coupe des systèmes pendant la nuit ou le week-end quand il n'y a plus d'utilisateurs. C'est des systèmes périphériques. On est sûr que personne ne sera impacté. Là, ça marche. Ça, effectivement, ça marche bien. C'est le facile. Le facile, on le fait. Le plus difficile, comme d'habitude, on y réfléchit à deux fois. Bon. Et est-ce qu'on sait mesurer les gains réalisés, justement? L'économie d'énergie, par exemple L'économie d'énergie, bien sûr, on sait parfaitement le mesurer. Oui. Et c'est de quel ordre? Un équipement, un gros équipement cœur de réseau, ça doit consommer à peu près dans les 7 kilowatts. On est dans les 5-7 kilowatts.
Donc ça peut être conséquent. Un petit switch d'étage, on va être dans les 300 à 500 watts à peu près. Si on met du PoE, là ça augmente un peu plus. Mais avec du PoE, on va augmenter vers le kilowatt. Et oui, on sait parfaitement le calculer. Justement, on a fait on a fait une étude au sein d'West, Has left the conference. une soixantaine d'entreprises. On avait à peu près 25% de la consommation de toute l'informatique interne d'une entreprise qui était du réseau. C'est-à-dire qu'on le voit pas. 25% c'est le data center et 50% c'est tout le matériel déployé entre les postes de travail et les imprimantes. Voilà. 25%, sauf qu'on s'est rendu compte que c'est là où il y avait le plus de gabegie. C'est là où il y a le plus de pertes, puisque finalement le matériel réseau est assez bête d'une certaine manière, puisqu'il consomme tout le temps la même chose, qu'on y fasse passer beaucoup de choses ou pas. Donc finalement, y compris par exemple pour les switches PoE sur les téléphones. Un téléphone ne sert que, au moins dans les heures ouvrées, puisque les gens ne répondent pas quand ils ne sont pas là, ils n'appellent pas quand ils ne sont pas là. Et pourtant, un téléphone, en coût de consommation réelle, coûte autant qu'un poste de travail, qu'un ordinateur portable. Il coûte à peu près 5 € d'énergie par an. Ouais. C'est à peu près 5-7 watts un téléphone PoE. Et donc il est tout le temps allumé. Et donc on se dit qu'il y a une vraie gabegie. Et pourquoi on n'éteint pas les ports PoE qui sont liés à ces téléphones toute la nuit et les week-ends pour éviter finalement que ça consomme? Parce que ça a l'air tout bête comme ça. Alors la réponse, elle n'est pas technique. Chez Cisco, on avait une solution qui s'appelait EnergyWise. C'est toujours une solution, une technologie qui s'appelle EnergyWise qui permet de contrôler justement, notamment tous ces systèmes PoE. Super facile à faire. C'est une ligne de commande. Il y a des jolis tableaux de bord si on veut avoir une interface graphique. Donc c'est pas un problème technique. Le problème, c'est que les départements IT ne payent pas les consommations électriques des systèmes. Or, la mise en place de ce genre de techno, ça prend un peu de temps. Et aujourd'hui, ce temps-là, il est imputé à l'équipe du DSI, de l'équipe informatique. L'équipe informatique dit, bon, de toute façon, je gagne pas plus de sous, laissons tomber. Donc le problème, il n'est pas technique, c'est un problème aujourd'hui d'incitation et de respect du budget. Voilà. Et techniquement, il y a des solutions, ça marche, c'est super bien, et c'est très facile à faire. Alors, il y a des sociétés qui l'ont fait, et ça, effectivement, il y a un retour sur investissement. On sait le calculer à l'avance parce qu'on sait parfaitement que un écran consomme tant, un téléphone consomme tant. Voilà. Pas de doute, c'est prédictif. D'autres questions? Commentaires? Êtes prêt à relever le challenge de la programmation du réseau? Justement, est-ce qu'on parle d'éco-conception dans le domaine d'éco-conception logicielle dans le réseau où c'est finalement une partie infime? Il y a quand même pas mal d'intelligence pour piloter ces réseaux. Est-ce qu'on parle d'éco-conception logicielle dans le domaine finalement du management du network? Quel network? On n'en parle pas tellement. On en parle un petit peu. Alors, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. À moitié vide parce que on veut quand même des machines qui soient super performantes avec des taux de réponse, des temps de réponse minimum. Donc, on va quand même privilégier la partie performance. On en parle quand même parce qu'on a des processeurs multicœurs. On essaie de leur faire plein de choses. Sur les équipements d'accès, il y a eu un vrai travail sur l'électronique. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de Energy Efficient Ethernet pour désactiver, pour diminuer les consommations sur les ports Ethernet en action. Mais il y a aussi des systèmes qui permettent de désactiver les ports Ethernet qui sont pas branchés, sur lesquels il n'y a pas de système, où on déconnecte l'électronique. Donc sur les équipements d'accès, il y a un peu d'optimisation. Sur les équipements de cœur, un petit peu moins, parce que les équipements de cœur sont finalement beaucoup plus sollicités en permanence. Il y a moins cet effet. Has joined the conference. Okay, that looks better. Et ça reste quand même assez faible. Il y a une petite différence, c'est sur les équipements industriels. Alors sur les équipements industriels, là, on cherche à avoir des équipements sans ventilateur. Et donc on veut avoir des équipements qui consomment moins. Alors on fait des co-conceptions, non pas pour avoir, c'est pour des questions opérationnelles. Questions opérationnelles. On veut pas de ventilateur, donc on veut des équipements qui consomment moins. Ou alors on veut des équipements qui sont alimentés en PoE. Voilà. Et c'est pas pour des économies d'énergie proprement parler. Pas d'autres questions? Ah, merci alors. À vous de jouer. Has joined the conference. Merci.
On va passer du coup, Thierry, tu reprends la parole tout de suite du coup pour left the parler conference. des conclusions sur les enjeux en entreprise et je suivrai avec les écoles du coup.